déconstruire les discours de haine que nous organisons à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation. Et nous sommes très très fiers aujourd'hui puisque nous avons 75 nationalités réunies et qui suivent cet événement. Cet événement qui a pour objectif celui de vous aider en tant qu'enseignant et formateur à reconnaître, analyser et déconstruire les discours de haine au sein de vos classes. Je remercie nos invités qui ont accepté de faire partie de ce panel aujourd'hui. Et je remercie également vous tous qui avez pris le temps de vous connecter et de vous joindre à ce campus. Afin de faciliter les échanges avec nos invités, nous vous invitons à poser vos questions dans la section questions-réponses qui se trouve au bas de votre écran. Vous avez là, au bas de votre écran, une section qui s'appelle questions-réponses. Il suffit tout simplement de poser vos questions dans cette section et nous essaierons aujourd'hui de transmettre vraiment un maximum de questions à nos experts qui ont décidé de nous rejoindre aujourd'hui. Mais avant de leur donner la parole, voici les missions de l'UNESCO réunies en quelques images. Après 2 guerres mondiales en moins de 30 ans, l'UNESCO est née d'une conviction forte. Pour construire une paix durable, les accords économiques et politiques entre États ne suffisent pas. Il faut unir les peuples et renforcer la solidarité intellectuelle et morale de l'humanité par le dialogue des cultures et la compréhension mutuelle. In consequence thereof, they do hereby create the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Au cours de son histoire, l'UNESCO a lancé des programmes précurseurs pour cultiver ces rapprochements. L'UNESCO a mobilisé les philosophes, les artistes, les penseurs de toutes les nations. Notre premier combat fut de démonter les mécanismes des théories racistes. Nous avons développé des projets d'avant-garde qui ont changé le monde. La Convention internationale qui protège le droit d'auteur, les réserves de biosphère, les sites du patrimoine mondial et l'idée même de patrimoine vivant. Nous avons fait naître des centres mondiaux de recherche scientifique, du CERN au Sésame, développé des systèmes d'alerte au tsunami, lancé la rédaction de l'histoire générale de l'Afrique et des 5 continents, et des campagnes d'alphabétisation d'une ampleur inédite, en Italie, en République de Corée, en Afghanistan. L'UNESCO a posé les principes universels de l'éthique des sciences et du génome, et protégé le meilleur de notre humanité commune. Les temples de l'Égypte antique, sauvés des eaux, les trésors de Venise, d'Angkor, et le vieux pont de Mostar, reconstruit après la guerre. Face aux défis actuels, le mandat de l'UNESCO est plus pertinent que jamais. Et avec tous nos États membres, nous continuons d'innover. Nous redéfinissons l'avenir de l'éducation et les compétences nécessaires pour vivre en paix avec les autres et la nature. Nous construisons des normes communes pour l'éthique de l'intelligence artificielle et la science ouverte. L'UNESCO développe des outils nouveaux pour répondre aux nouvelles formes de racisme, aux discours de haine, aux fausses informations. Et sur le terrain, à Beyrouth, à Mossoul, nous aidons à faire vivre la culture et la paix. Aujourd'hui comme hier, notre mission reste essentielle. Le monde a besoin d'éducation, de science, de culture, d'information. Notre monde, notre humanité. Comme nous l'avons vu dans cette vidéo, l'éducation est l'une des priorités les plus importantes de l'UNESCO, ainsi que la prévention et la lutte au discours de haine. Notre objectif est celui de comprendre le lien entre l'éducation et les discours de haine, mais surtout les méthodes et les approches que vous, enseignants et formateurs, pouvez appliquer dans votre vie quotidienne avec les jeunes. Afin d'introduire ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir Karel Frakapan. Bonjour Karel. Bonjour, et merci de m'accueillir. Karel, vous êtes spécialiste de programme de la section de l'éducation pour la paix et la citoyenneté mondiale au secteur éducation de l'UNESCO. Alors, rentrons tout de suite dans
le vif du sujet. Quelles sont les mesures mises en place par l'UNESCO pour renforcer la capacité des enseignants et des éducateurs à créer des environnements d'apprentissage qui sont inclusifs et respectueux? J'insiste bien, hein, inclusifs et respectueux. Oui, alors tout d'abord, merci pour cette question et puis bienvenue à tous et à toutes à cette masterclass sur la lutte contre les discours de haine par l'éducation. Je commencerai, avant de répondre à votre question, par rappeler qu'on est dans un monde en proie à une polarisation sociale et politique croissante et que pour l'UNESCO, comme pour le système des Nations Unies en général, la prolifération de discours de haine et discours qui sont souvent dangereux, et notamment en ligne, est une préoccupation urgente et une préoccupation majeure, quelle que soit par ailleurs la forme que ce type de discours prend. On le sait parce que même lorsqu'il reste, je vais dire, dans le cadre de la légalité, et avant même de porter atteinte aux droits de l'homme, au sens des droits de l'homme, des droits internationaux, les discours de haine nuisent à la cohésion sociale et en ceci ils doivent faire l'objet de toute notre attention. Et j'aimerais citer ici le secrétaire général des Nations Unies qui, lors du lancement de la stratégie et du plan d'action des Nations Unies contre les discours de haine, a dit « Le discours de haine est une sonnette d'alarme. Plus il sonne fort, plus la menace de génocide est grande, il précède et encourage la violence. » Ça conduit pas toujours à un génocide, c'est évident, mais on sait que l'histoire nous a montré que ça pouvait conduire, que le discours de haine pouvait être un élément précurseur de ce type d'événements, bien sûr, gravissimes. Donc, c'est en ceci qu'il est important de le traiter. Je dirais que il y a deux types d'approches pour aborder le problème. Le premier, c'est d'abord évidemment d'essayer d'empêcher, de faire en sorte que, d'essayer d'empêcher que certains individus incitent à la violence à travers les discours de haine. Donc, pour cela, on peut mettre en place des mesures juridiques, on peut mettre en place de meilleurs cadres réglementaires pour protéger les droits des personnes visées et la liberté d'expression. On peut chercher éventuellement, et c'est ce que fait l'UNESCO, à renforcer la transparence et la responsabilité des plateformes numériques. On peut aussi vouloir développer des contre-discours de façon à mieux occuper l'espace, et notamment sur les plateformes numériques, qui est exploité par les promoteurs de haine. Et puis il y a une deuxième façon d'aborder la question, qui est celle de tâcher de rendre le public, en général, et les générations montantes en particulier, plus résilient et mieux encore activement engagé contre le discours de haine par la prévention. Et cela, pour l'UNESCO, commence bien sûr sur les bancs de l'école. Donc pour répondre très concrètement à votre question, la question qui se pose véritablement, c'est de quelle école parlons-nous, de quel type d'éducation parlons-nous. Donc d'abord, et là vous l'avez mentionné, on parle d'environnement, d'apprentissage qui soit plus sûr, soit plus inclusif et qui soit en général respectueux des droits de l'homme. On sait bien, à l'inverse, comment les systèmes d'éducation ont pu être utilisés pour diffuser la haine et la propagande, et on voit bien aussi comme quelquefois, même involontairement, ils peuvent renforcer les problèmes qu'ils entendent combattre. Donc la première chose, et c'est ce que vous avez mentionné en premier, c'est très important, sont bien des environnements d'éducation et d'apprentissage qui soient inclusifs et respectueux des droits de l'homme. Ensuite, il faut essayer de développer des stratégies d'éducation de façon à introduire le sujet auprès des enseignants et auprès des élèves, de façon à ce que l'on comprenne bien de quoi l'on parle lorsqu'on parle de discours de haine, et puis de comprendre comment ils se manifestent, comment ils se propagent, notamment en ligne, d'où ils émanent et quelles sont, j'allais dire, leurs fonctions politiques, et également comprendre le lien, y compris dans l'histoire, et c'est pour ça que l'enseignement de l'histoire peut être aussi un point d'entrée intéressant. Comment est-ce qu'on peut commencer par des attaques verbales et finir avec des attaques physiques, des conflits, voire même des violences de masse. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, et j'en ai 4, troisième point, c'est bien sûr chercher à aiguiser autant que faire se peut l'esprit critique des élèves, des apprenants, leur capacité de communication, leur capacité de dialogue, notamment le dialogue interculturel, et puis leurs compétences socio-émotionnelles, comme on dit, notamment celle d'empathie. Donc ça, c'est un élément qui est particulièrement important. L'esprit critique, l'empathie, le dialogue, et enfin, il est singulièrement important
de chercher à promouvoir, à renforcer l'éducation aux médias et à l'information, à promouvoir par-delà l'éducation aux médias et à l'information, promouvoir de nouvelles formes de citoyenneté numérique, mais fondées sur un usage responsable de l'Internet et puis évidemment sur le respect des droits de l'homme. Donc ça, c'est quelques points qui seront, je pense, abordés plus en détail dans le cadre de cette masterclass. C'est très clair et je vous en remercie. Je retiens le point de l'empathie qui est important et crucial aujourd'hui, dont on manque énormément, notamment sur les réseaux sociaux. Je rappelle aux centaines de profs, d'enseignants, de formateurs qui nous regardent en ce moment, et je vois là, sur le petit tableau que vous êtes très très nombreux déjà à être présents, à poser des questions dans l'onglet, donc questions et réponses qui se trouvent en ce moment sur votre timeline. C'est important pour nos intervenants qui vont vous présenter leur expertise. Une deuxième question, Karel, parce que nous avons parlé il y a quelques instants de cela, effectivement, d'apprentissage inclusif et respectueux. Parlons maintenant de la diversité culturelle. Comment mieux l'intégrer? Comment mieux intégrer justement les contenus reflétant la diversité culturelle dans les programmes scolaires? Alors, oui, alors effectivement, c'est une question structurelle. Je veux dire, on parle de politique éducative. Donc, je l'ai mentionné. Le premier élément, c'est la question d'un environnement d'éducation qui soit véritablement inclusif. On commence par ça. On commence par faire en sorte que les systèmes d'éducation ne fassent pas plus de dommages, j'ai envie de dire, et qu'ils soient véritablement tournés vers l'inclusion de tous les élèves en fonction de leur background. Ce que promeut l'UNESCO en matière d'éducation, au-delà même de la question de la diversité culturelle, qui doit être au cœur effectivement des programmes, c'est la question de la citoyenneté mondiale. Donc comment faire en sorte que les élèves aujourd'hui prennent en considération les grands enjeux qui sont les enjeux planétaires, qu'ils les comprennent de façon locale, de par leur propre expérience, et puis qu'ils s'engagent dans la société de manière responsable, je parle de leur engagement civique et politique, de façon à combattre ces grands enjeux que sont le changement climatique, le discours de haine peut évidemment en être un autre, etc. Donc, introduire la question de la diversité culturelle, c'est de poser la question de la citoyenneté que l'on veut former, que l'on veut construire aujourd'hui à travers les systèmes d'éducation. On sait très bien que l'éducation, c'est pas que la transmission des savoirs. On sait aussi, et l'histoire nous l'a montré également, que c'est pas que la transmission des valeurs. Ce dont on parle ici, c'est d'une éducation qui conduise véritablement à un engagement citoyen, à un engagement politique dans les sociétés pour la démocratie et évidemment pour les droits de l'homme. Karel, merci pour cette introduction. Nous le verrons, et vous allez revenir d'ici quelques instants avec nous parce que j'aurai encore une question à vous poser. Nous verrons pendant cette session ce type de discours prend de plus en plus d'ampleur en ligne, et notamment sur les réseaux sociaux, quand on parle effectivement de discours de haine. Adeline Hulin, vous êtes avec nous. Bonjour Adeline. Bonjour. Adeline, vous êtes chef d'unité pour l'éducation aux médias et compétences digitales au secteur communication et information de l'UNESCO. Alors, la question, comment mieux accompagner les jeunes auxquels ont affaire nos formateurs et nos enseignants? Comment les accompagner? Comment faire face aux problèmes qui nous sont posés à cette problématique de discours de haine? Merci beaucoup pour cette question et bienvenue à tous. Oui, donc moi je travaille pour ce qui est l'éducation aux médias et à l'information, et en fait pour répondre à votre question, ce que je voudrais commencer à faire, c'est parler de la liberté d'expression et parler de la liberté d'expression et de ses limites, notamment en lien avec les discours de haine. Parce qu'en fait la liberté d'expression, quand on vit dans un pays où elle existe, on a tendance vraiment à oublier à quel point c'est une liberté fondamentale, et c'est aussi une liberté dont on a besoin pour avoir, parce qu'elle est très connectée à toutes nos autres libertés. Et dans le secteur dans lequel je travaille, Karel a parlé avant, il travaille pour le secteur de l'éducation, moi je travaille pour le secteur de la communication et de l'information. On a le mandat de protéger la liberté d'expression, parce qu'on parle d'un droit fondamental, c'est un droit qui est protégé par donc des traités internationaux, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Et vous venez de le dire, en fait, avec les réseaux sociaux, on se rend compte que la liberté d'expression, elle a donné un peu, enfin, les réseaux sociaux ont donné une forme de haut-parleur à beaucoup de monde, à tout le monde. Et c'est une super chose, c'est quelque chose vraiment de très bien, mais d'un autre côté, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une augmentation du nombre de personnes qui vont utiliser ces nouveaux outils pour abuser de la liberté d'expression de manière volontaire ou de manière involontaire. Donc, de manière volontaire, c'est ceux qui vont diffuser, par exemple, des discours de haine, mais on parle aussi beaucoup de désinformation, parce que ça va permettre de diviser la société, que ça va servir les intérêts de certaines personnes. Et puis, il y a ceux qui vont aussi le faire de manière involontaire, parce qu'en fait, il y a des personnes qui pensent que ce qu'on dit en ligne, c'est pas la même chose que ce qu'on dit dans la vraie vie, et que en fait, quand on est caché derrière un pseudo, on peut dire plein de choses, et bon, on est d'accord que c'est complètement faux. Mais donc voilà, mais je suis sûre qu'en fait, tous et toutes les personnes qui sont connectées ici aujourd'hui à ce masterclass ont déjà eu et vu circuler ce genre de discours en ligne. Et vous aurez l'occasion aujourd'hui, pendant ce masterclass, de discuter plus en détail de ça. Et donc en fait, la difficulté quand on parle de discours de haine en ligne, c'est qu'on ne peut pas supprimer tous ces discours comme ça, d'un coup de baguette magique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la liberté d'expression, c'est quelque chose qui est vraiment protégé. Et en fait, la raison pour laquelle c'est compliqué, c'est parce qu'en fait, il y a une marge de manœuvre qui est assez faible, entre guillemets, pour faire la différence entre la liberté d'expression et ses abus. C'est très souvent du cas par cas. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la liberté d'expression, elle inclut aussi le droit de dire des choses qui dérangent, de dire des choses qui vont choquer. Et alors, on pourrait aller dans les détails, mais en fait, ça inclut, par exemple, souvent, on parle des caricatures. Mais on ne va pas avoir le temps de rentrer dans le détail, mais souvent, on parle de la liberté d'expression et de ses limites. Et en fait, c'est quelque chose d'important d'avoir le droit de dire des choses qui choquent, de dire des choses qui dérangent, parce que sans ça, on ne pourrait pas être dans une démocratie. Et d'ailleurs, dans de nombreux pays autoritaires, on se rend compte que la liberté d'expression, c'est quelque chose qui va être directement supprimé. Et par exemple, l'Internet va être bloqué, ou alors il va y avoir des lois très restrictives qui vont être utilisées. Et notamment, par exemple, on voit de plus en plus une multiplication des lois pour supprimer les discours de haine, mais ces lois vont être utilisées à mauvais escient pour supprimer les gens qui vont penser, mettre en prison ou punir les gens qui vont penser autrement, les gens qui vont penser différemment. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on parle des limites de la liberté d'expression. Et c'est pour ça qu'aussi, dans le secteur dans lequel je travaille, on a des critères très précis qui ont été développés pour encadrer les raisons qui permettraient de justifier les limites de la liberté d'expression, et notamment par rapport au discours de haine. Et donc, dans le domaine dans lequel je travaille, ces critères-là, on parle d'un plan d'action, ça s'appelle le plan d'action de Rabat. Il a été développé en 2012, et c'est un plan qui se présente un peu comme une pyramide. Et en fait, cette pyramide, elle explique, enfin, en tout cas, elle essaie de faire, vous pouvez visualiser les discours de haine, ils rentreraient dans cette pyramide. Le haut de la pyramide, donc c'est quelque chose d'assez étroit, finalement. Donc, ça veut dire que c'est assez peu. C'est tous les discours qui sont absolument interdits, absolument illégaux. Et puis le bas de la pyramide, c'est finalement tous les discours qui vont être détestables, qu'il faut qu'on combatte, mais qui vont être malgré tout autorisés, en tout cas protégés par la liberté d'expression. Et au milieu, il y a un peu une zone grise. Et en fait, pour délimiter et pour savoir où se situent les discours de haine, il y a 6 critères. Donc, savoir s'ils sont dans le haut ou dans le bas de la pyramide. Donc, ces critères, c'est qui parle, quel est le contenu du message, quel est l'objectif, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, par exemple, le haut du message, il va y avoir, par exemple, l'apologie de la guerre ou une incitation directe à la violence contre un groupe vraiment défini ou ciblé. Ça fait partie des choses qui sont absolument interdite et illégale. Et donc, pour répondre à la question qui m'a été posée, et désolée, je suis peut-être un peu trop longue, mais je veux juste dire que quand on est face à un discours de haine, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Et donc ça, c'est peut-être la question. Déjà, il faut les repérer, il faut être capable de savoir, de les signaler aux plateformes, ne pas les rediffuser, ne pas être passif, et comme le disait Karel, avoir un esprit critique. Et en fait, comme même si tous les discours ne sont pas illégaux, ça ne veut pas dire qu'on doit tout laisser faire et qu'il ne faut pas réagir. Et pour nous, en fait, ce qu'on veut dire, c'est que ce qui est important, c'est que chacun de nous connaisse bien ses droits et ses responsabilités concernant la liberté d'expression. Et ce n'est pas des connaissances qu'on acquiert de manière automatiquement. Pour ça, on a besoin de vous, on a besoin des professeurs.
Et à l'UNESCO, on a développé spécifiquement des programmes d'éducation aux médias pour faire en sorte que ce soit intégré dans les programmes scolaires. Et donc voilà, je voulais juste terminer sur ça pour vous inviter à visiter nos programmes et avoir, pouvoir lire toutes les ressources et consulter les ressources qu'on a sur le sujet. C'est parfait. Nous allons rentrer dans les cas pratiques d'ici quelques instants. Vous restez avec nous, Adeline, parce que je voudrais qu'on revienne juste à Karel pour une dernière question, puisque vous êtes en écho, Karel et Adeline. Nous sommes là pour mieux comprendre justement la difficulté avec les discours de haine et comment y faire face. Karel, qu'est-ce que vous voulez rajouter à ce que vient de dire Adeline? Comment pouvons-nous définir les discours de haine et quels sont les types de discours haineux aujourd'hui que nous retrouvons sur le net et sur Internet et sur les plateformes? Alors, je vais compléter finalement ce que disait Adeline, peut-être en apportant quelques petites clarifications en plus, et quelques éléments peut-être de confusion aussi. D'abord en disant qu'il n'y a pas de définition universelle du discours de haine qui soit consacrée par le droit international. Adeline l'a mentionné. On a une définition de travail à l'ONU qui n'est pas consensuelle, encore une fois, et qui est inscrite dans une stratégie qui a été développée par les Nations Unies, que j'ai mentionné tout à l'heure, qui s'appelle la stratégie et le plan d'action des Nations Unies pour la lutte contre les discours de haine. Là, les discours de haine sont définis comme tout type de communication, je cite, tout type de communication orale ou écrite, ou de comportement constituant une atteinte ou utilisant un langage péjoratif ou discriminatoire à l'égard d'une personne ou d'un groupe en raison de leur identité. C'est sur ce point, en raison de leur identité. En d'autres termes, de l'appartenance religieuse, de l'origine ethnique, de la nationalité, de la race, de la couleur de peau, de l'ascendance, du genre ou d'autres facteurs constitutifs de l'identité. Donc voilà la définition de travail. Et encore une fois, ce n'est pas une définition qui est consacrée par le droit international, c'est important de le retenir. On prend en compte communément 3 éléments pour détailler un petit peu cette approche. D'abord, le fait que les discours de haine peuvent être véhiculés de différentes manières. Il y a plusieurs façons d'exprimer sa haine. Ça peut être des images, ça peut être des caricatures, ça peut être des mèmes, ça peut être des symboles, de la même manière que ça peut être des paroles ou des textes, et ça peut être diffusé en ligne, bien sûr, comme c'est beaucoup le cas aujourd'hui, mais aussi hors ligne. Ça, naturellement. Deuxièmement, il faut que ces discours soient discriminatoires. C'est-à-dire que ce sont des discours qui sont biaisés, qui sont basés sur des préjugés, qui sont des discours fanatiques, qui sont toujours des discours de toute façon basés sur une conception du monde, une idéologie intolérante. Et puis ce sont des discours qui non seulement sont discriminatoires, mais qui sont en plus péjoratifs, qui peuvent être méprisants, dévalorisants, voire même déshumanisants à l'égard, encore une fois, d'un individu ou d'un groupe. Et troisième partie, je le répète, les discours de haine s'attaquent aux facteurs d'identité. Ça, c'est vraiment très important. C'est ce qui les distingue du discours de haine du harcèlement. Ce sont des facteurs d'identité, l'appartenance religieuse, je l'ai dit, l'origine ethnique, la nationalité, la race, la couleur de peau, l'ascendance, le genre. Ça peut être des caractéristiques aussi différentes. Il y en a d'autres. Ça peut être la langue, ça peut être l'origine économique et sociale, ça peut être aussi le handicap, l'orientation sexuelle, etc. En tout cas, il faut bien noter, et ça c'est vraiment important, Adeline l'a mentionné, on ne parle pas de discours de haine lorsque ceux-ci sont dirigés à l'encontre d'individus ou de groupes d'individus sur une base autre que ces facteurs identitaires. Ils ne comprennent pas, par exemple, les communications portant sur des États, sur les représentants de ces États ou ces fonctionnaires, ou alors sur des dirigeants religieux ou sur les principes de la foi. Donc, il y a des distinctions à faire ici. Et encore une fois, il existe un cadre juridique qui est à prendre en considération lorsque l'on s'intéresse à la question des discours de haine. La première chose... En tout cas, nous avons maintenant une cartographie. Oui, allez-y, rapidement. Oui, je vais rapidement, je vais finir là-dessus parce que c'est particulièrement important, même si je vais répéter certains des éléments qu'Adeline a dit. La liberté d'opinion et d'expression, c'est une pierre angulaire des droits de l'homme et du fondement de société libre et démocratique. Parce que ça soutient tous les droits fondamentaux. Ça, c'est défini dans l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. C'est la première chose à prendre en considération. Cet article 19, la liberté d'opinion et d'expression. Mais ensuite, l'article 20 du même pacte spécifie que tout appel à la haine nationale
raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence est interdit par la loi. C'est sur ces deux articles essentiellement qu'on va se baser quand on va vouloir offrir un cadre juridique à la compréhension des discours de haine. Donc ce que je veux dire par là, c'est que pour bien lutter contre les discours de haine, ou lutter contre les discours de haine ne consiste pas à limiter ou à interdire la liberté d'expression, il faut soit bien clair, empêcher ces discours de prendre des proportions plus dangereuses, c'est ça notre rôle, c'est-à-dire des proportions type incitation à la discrimination, à l'incitation à la violence, à l'hostilité, ce que le droit international interdit. Donc je m'arrête là sur ce point. Adeline a déjà détaillé la question du plan d'action de Rabat. Merci, nous avons une cartographie très claire avec vous deux. Merci Karel. Adeline, nous revenons vers vous. Nous avons des centaines d'enseignants et de formateurs qui nous écoutent là en ce moment à travers le monde. Est-ce que vous pouvez définir quelles sont les étapes qu'ils doivent suivre afin d'apprendre à leurs élèves comment reconnaître et traiter les discours de haine en ligne? Là, on est vraiment dans un cas très pratique. Là, ils vont avoir besoin de vous, vous allez pouvoir les aider. Alors, en fait, c'était ce que j'essayais d'expliquer avant, et c'était ce que je disais, c'était déjà d'où l'importance d'avoir des cours d'éducation aux médias et de l'information, parce que c'est pas des compétences et des connaissances qu'on va avoir de manière innée. En fait, c'est vraiment très important. Nous, c'est pour ça qu'à l'UNESCO, on essaye de faire tant que possible la promotion de ces cours et l'intégration dans les curriculums scolaires, parce qu'on part du principe que pour pouvoir, comme le disait Karel, l'objectif, c'est pas de limiter la liberté d'expression, de la restreindre, mais au contraire d'essayer de limiter la circulation de ces discours de haine. Et donc l'important, c'est vraiment pour tout à chacun de connaître déjà ses responsabilités et comment utiliser de manière responsable sa liberté d'expression. Et donc pour l'utiliser de manière responsable, déjà il faut savoir ce que c'est que la liberté d'expression. Et c'est pour ça que j'ai voulu commencer au début, quand j'ai parlé, et je pense que Karel l'a rappelé, sur de quoi on parle quand on parle de liberté d'expression. C'est pas quelque chose de vague, c'est en fait quelque chose de précis qui est bien encadré. Et quand on parle de discours de haine, c'est aussi très important de connaître c'est quoi nos responsabilités, le tout à chacun. Alors quand on parle aussi de discours de haine actuellement, on parle beaucoup des réseaux sociaux. Et on parle, je pense aussi, les enseignants ont sûrement tous des élèves qui sont connectés sur TikTok, sur Instagram, sur toutes les plateformes. Et je pense que c'est vraiment important aussi de rappeler aux étudiants, enfin aux élèves, aux étudiants, etc., que quand ils s'inscrivent sur les plateformes, déjà, donc les plateformes ont comme obligation de supprimer tout ce qui est les discours de haine, enfin tout ce qui est vraiment illégal. Mais en général, les plateformes, elles ont aussi des conditions, ce qu'on appelle, enfin les conditions, les terms and conditions, quand on s'inscrit sur la plateforme, que tout le monde accepte en créant un compte. Et en fait, là, les discours de haine sont absolument pas autorisés. Et en nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille aussi de plus en plus avec les plateformes pour, par exemple, faire des campagnes ou avoir, mettre en place des mécanismes pour expliquer aux élèves que quand ils sont face à un discours de haine, qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc là, je le répète, en fait, c'est avoir un esprit critique, être capable d'analyser, et c'est ce qu'on disait, qui parle. Est-ce que c'est quelqu'un qui a, par exemple, énormément de followers? Est-ce que c'est quelqu'un quel est l'objectif de son discours? Est-ce que c'est quelqu'un donc ce que je disais, les 6 critères très précis pour définir si oui ou non on parle d'un discours de haine. Et puis aussi prendre ses responsabilités et très concrètement ne pas repartager. Mais aussi, il y a des mécanismes sur les réseaux sociaux où on peut signaler. C'est en fait ne pas être un acteur de la diffusion et de la promotion de ces discours. Donc c'est finalement très simplifié ce que je dis là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément de compétences et de connaissances qui sont résumées dans nos programmes, dans nos ressources, et voilà. Et donc nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que dans tous les programmes scolaires, dans les écoles, on parle d'éducation aux médias et à l'information. C'est simplifié, mais c'est passionnant. Je vous demande de répondre à une question de Joseph, qui nous écrit de Banjul au Cameroun, et qui nous écrit ceci: la liberté d'expression n'est-elle pas construite idéologiquement et validée par une majorité dont toute autre version constituerait un discours de haine? Question intéressante. Question... Les 4 heures. Non, je sais pas. La liberté d'expression, c'est ce que je disais, elle est définie de manière internationale. Ça fait quand même suffisamment longtemps où on a un accord sur ce que c'est que la liberté d'expression et quelles sont ses limites. Et donc, lui fait utilisation de sa liberté d'expression pour
pour exprimer une opinion différente. Voilà, c'est tout ce que je peux répondre à ça. Non, mais entre nous, ce que nous pouvons dire, c'est que majorité ou minorité, vous l'avez dit tout à l'heure avec Karel, vous le dites, le respect est primordial, l'empathie est capitale, qu'il y a aujourd'hui l'humanisme qui est quelque chose de fondamental et qu'il faut se reposer, là je m'adresse à vous Adeline, hein, s'il faut se reposer sur ces principes qui sont tellement clairs et simples, l'humanisme, le respect, l'empathie, non? N'est-ce pas ça, justement, qui sont les limites? 100%, absolument. Ben, c'est merveilleux. Karel, vous êtes d'accord aussi? Fondamentalement, avec ce que vous venez de dire, et ce que vous venez de dire est bien inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme. Et je veux juste rappeler ici que la liberté d'opinion et d'expression tient plein d'autres droits fondamentaux. Le droit de réunion pacifique, le droit de participer aux affaires publiques, et la liberté de religion. Sans liberté d'opinion et d'expression, tout cela n'existe simplement pas. Ce sont des principes universels qu'il est important de rappeler. Merci à tous les deux pour le travail que vous faites à l'UNESCO et merci d'être venus aujourd'hui pour présenter votre expertise et ce sujet qui est si important, qui est la déconstruction des discours de haine à nos formateurs, enseignants qui nous regardent en ce moment à travers le monde et qui pourront continuer à échanger avec vous sans aucun problème à travers bien sûr cet Internet que nous aimons tant et qui est tant utile. Nous allons marquer une toute petite pause. Elle est là? Oui, Martina est là. Martina, Laure est là? Martina? Oui, ok, très bien, donc nous allons pouvoir reprendre. Tac. Merci Karel, merci Adeline. Il est également très important de voir quel est le rôle de l'école et des enseignants dans la prévention de ce type de propos. Nous allons aborder le sujet avec Laure Belmoli, qui est coordinatrice des projets à l'international au CLEMI, qui est le Centre pour l'éducation, au métier de l'information. Vous travaillez au développement des coopérations internationales en éducation aux médias avec des partenaires institutionnels, associatifs et médiatiques. Vous travaillez également sur le programme européen de lutte contre la désinformation qui s'appelle De Facto. Alors, comment l'école peut-elle prévenir les discours de haine et surtout développer les esprits critiques tels que l'évoquaient il y a quelques instants de cela Adeline et Karel? Bonjour à tous. Alors, effectivement, moi je travaille pour le CLEMI, Centre de liaison pour l'éducation aux médias et à l'information. On est une structure qui a été créée en 1983 en France et qui dépend du ministère de l'Éducation. Et on est en charge de faire de l'éducation aux médias et à l'information. Ou plus spécifiquement, on est en charge de former des professeurs, les professeurs de l'éducation nationale, à l'éducation aux médias et à l'information. Donc, on est forcément confronté à cette problématique de discours de haine. Il faut savoir que 20% des jeunes ont été victimes de cyberharcèlement au moins une fois dans leur vie. Moi, ce que je dirais tout d'abord, c'est que il faut sortir de l'approche vaccinatoire parce qu'on a tendance à se dire il faut faire de l'EMI quand il y a une crise, quand il y a un drame et on se dit oh là là, l'éducation aux médias et à l'information c'est important, mais ce qui est important avec l'éducation aux médias et à l'information, c'est de le pratiquer dès le plus jeune âge, d'enseigner les fondamentaux de l'éducation aux médias et à l'information dès le plus jeune âge dans les écoles. Il faut pratiquer l'EMI sur le temps long. Et ça, c'est vraiment la première chose que je dirais. Pratiquer l'EMI, c'est-à-dire apprendre aux jeunes à décrypter une information, savoir évaluer une information, savoir trouver la source d'une information, savoir croiser les sources pour vérifier cette information. Et l'éducation aux médias et à l'information, ce n'est pas juste faire face au désordre informationnel en essayant de prendre conscience de ce qu'est un média, ce qu'est une ligne éditoriale, ce qu'est l'écosystème médiatique, est-ce qu'une information est vraie ou fausse, mais c'est aussi, comme vous le disiez, faire l'expérience de la liberté d'expression en ligne et de ses limites. C'est-à-dire qu'en ligne, comme vous le disiez si justement, on ne peut pas tout dire. L'expression, le droit de s'exprimer vient également avec des devoirs, le devoir d'être un bon citoyen numérique et d'avoir conscience de cette liberté des limites de cette liberté d'expression.
Ce qu'on peut faire à l'école dès le plus jeune âge. Alors, au Clémy, nous, on est très axé sur ce qu'on appelle la pédagogie par projet. C'est-à-dire qu'on part du principe que pour éduquer les enfants à l'éducation aux médias et à l'information, le mieux, c'est de les mettre dans la situation de journaliste, de créer des médias scolaires, que ça soit une radio, que ça soit un journal écrit, que ça soit un journal télévisé. Et en fait, c'est en exerçant le métier de journaliste qu'ils se rendent compte de ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. C'est-à-dire, on est dans un média, on a une ligne éditoriale, on a le droit de publier. Ah, attention, on doit publier une image, mais il y a un droit à l'image. Donc, est-ce qu'on a l'autorisation de publier cette image ? On publie des choses, mais jusqu'où peut-on publier des choses ? Il y a des droits d'auteur aussi. Et en fait, les élèves, quand ils dans ces projets de création de médias scolaires, ils prennent conscience de ce qu'est la liberté d'expression, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on ne peut pas faire. Donc, je pense que ce qui est ludique avec les enfants à l'école, on peut les informer sur les droits et leurs droits et leurs devoirs. On peut les sensibiliser au droit à l'image, leur faire comprendre que le droit à l'image ne va pas de soi. Et j'insiste sur ce point parce que, en fait, finalement, on parle de ça auprès des jeunes, mais même les parents ne savent pas forcément que le droit à l'image, c'est un droit à part entière. Il y a une étude de la CNIL qui a été faite qui dit qu'un enfant aujourd'hui qui est en âge de se créer un compte social sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il a 13 ans, il se crée un compte social, il a déjà en moyenne 1300 photos de lui qui sont en ligne et qui ont été postées par les parents. Donc les parents, il faut aussi sensibiliser les parents au droit à l'image. C'est-à-dire que en fait, je prends cet exemple qui est un exemple tourné vers les adultes pour aussi qu'on puisse prendre conscience que les frontières, elles sont entre ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, elles sont floues puisqu'on est dans des nouveaux usages et que même les adultes n'ont pas forcément des conduites exemplaires. Il faut aussi... Laure, vous parlez ? Oui, allez-y, continuez. Il faut aussi sensibiliser les élèves au RGPD, c'est-à-dire les données personnelles. Faire attention aux données personnelles qui sont en ligne. On ne peut pas les sensibiliser au fait que tout ce qu'ils vont poster en ligne va rester et qu'ils ont le droit désormais à demander à supprimer ou à modifier leurs informations en ligne. On peut aussi les sensibiliser au paramétrage de confidentialité des réseaux sociaux, c'est-à-dire que quand ils se créent un compte sur les réseaux sociaux, ils ont la possibilité de paramétrer toutes leurs données de confidentialité. Le Clémy a fait un guide je vous passerai le document. Le document, il est consultable en ligne sur le site du Clémy. Il a fait un guide qui s'appelle La famille tout écran avec plein d'outils à destination des formateurs, mais aussi à destination des parents. Et dans ce guide, il y a une page qui est spécifiquement dédiée aux réseaux sociaux où on explique tout ce qu'on peut paramétrer pour justement protéger son identité numérique et son compte sur les réseaux sociaux. On peut aussi sensibiliser les élèves à tout ce qui est la construction des stéréotypes en ligne, c'est-à-dire les stéréotypes de genre, les problématiques les dernières actus de harcèlement qu'on peut prendre comme information et comme objet d'information, où on peut faire de l'EMI avec ses enfants. Je pense en France à cette affaire de la Ligue du LOL qui a donné lieu à de nombreux articles de presse. On peut tout à fait le prendre comme objet d'étude pour des élèves, pour les sensibiliser à ce qu'on peut faire en ligne et ce qu'on ne peut pas faire en ligne. Je vous arrête tout de suite, Laure. Je suis désolé de vous arrêter, mais apportez quelques éclaircissements pour les formateurs, les enseignants qui nous regardent à travers le monde en ce moment. Vous parlez de cette histoire que nous avons connue ici en France, qui est la Ligue du LOL. En fait, ce sont des étudiants qui se sont réunis entre eux et qui ont décidé de brocarder certains de leurs copains, je parle sous votre contrôle, et par Internet et par des messages qui étaient dégradants, ils ont vraiment porté atteinte à l'intégrité physique et morale de certains de leurs collègues. Ça a duré pendant quelques années, quelques mois, et ça s'est même terminé donc au tribunal avec une décision de justice. De mémoire, c'est bien ça, Laure, vous me confirmez, c'est bien ça. Bon, l'affaire a été classée sans suite, mais c'était juste pour... c'est un phénomène qui, effectivement, a un peu défrayé la chronique en France. Ça a même fait l'objet d'un article du New York Times, donc ça a défrayé la chronique à l'international aussi. Mais c'est aussi pour sensibiliser à ces phénomènes de meute, parce que les adolescents, ils sont très connectés et ils n'ont pas forcément conscience de ces phénomènes de groupe qui ont lieu en ligne. Donc ça peut être un moyen de les sensibiliser à ce phénomène de groupe.
Quand vous parlez de la prévention, vous avez parlé de l'école, c'est extrêmement important. Nous voyons que l'école est un lieu où on peut faire de la prévention contre cette problématique. C'est difficile dans le cas de la famille parce que vous l'avez dit, les parents ne sont pas forcément au fait des problèmes que l'on peut rencontrer. Est-ce que vous pouvez nous donner, par exemple, d'autres lieux, d'autres moments, bien sûr, mis à part le lieu et l'association avec laquelle vous travaillez, mais donc d'autres moments où l'on peut faire de la prévention, où on peut aller chercher de l'information et sensibiliser? Oui, alors tout à fait. C'est vrai que historiquement, on avait tendance à faire de l'éducation aux médias et à l'information à l'école, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, tous les enfants ont un smartphone à partir de 11-12 ans et que s'ils sont victimes de cyberharcèlement, ça ne s'arrête pas quand la cloche sonne à 16h30. Ça continue à la maison. Et toute cette problématique de relation aux écrans et de ce qu'ils font en ligne, ça continue à la maison. Et souvent, les parents ne savent pas trop comment encadrer ces pratiques numériques, puisque eux-mêmes ne sont pas forcément exemplaires, ils sont en train de traiter leur mail professionnel sur leur téléphone. Alors, bon, comment on fait pour éduquer les enfants à de bonnes pratiques numériques? Ce qui est important, c'est d'être dans la coéducation avec les parents et d'établir un lien de confiance, c'est-à-dire poser un cadre, ne jamais interdire, mais poser un cadre, c'est-à-dire ok, tu veux aller sur Internet. Qu'est-ce que tu veux? Pendant combien de temps? Déjà, on définit un créneau horaire. Pas plus d'une demi-heure. Et quel type de contenu tu vas aller consulter? Et en fait, en dialoguant avec les enfants, on les sensibilise au fait de poser un cadre, que ça soit dans le temps de connexion, mais aussi dans le type de contenu consulté, et ce qui permet un peu de leur faire prendre conscience de tout ce qu'il y a en ligne et du fait que c'est important d'aller consulter des sources qui sont qualitatives. J'insiste sur le fait que les discours de haine, c'est un problème sociétal et que donc l'école ne peut être efficace que en s'alliant avec d'autres acteurs de la société, que ce soit les parents, mais aussi les coéducateurs dans les centres socio-éducatifs. Il faut que tout le monde soit dans cette approche un peu en essayant de partager au mieux les outils et les bonnes pratiques. Au Clémy, on a tout un volet de ressources pédagogiques qui sont consultables en ligne gratuitement sur le site du Clémy. On a fait des épisodes vidéo aussi qui sensibilisent sur l'importance de la rumeur, sur le fait qu'un enfant peut demander à déréférencer ses contenus, le fait qu'il peut demander à supprimer des images qui lui portent préjudice. On a aussi mis en place des programmes d'alerte. Si on sent qu'un enfant est victime de cyberharcèlement, il peut y avoir des signes, des ruptures de comportement, l'isolement d'un élève, des résultats scolaires qui baissent soudainement, des problèmes de sommeil, d'alimentation, un peu de phobie scolaire, l'élève ne veut plus aller à l'école tout d'un coup alors qu'il était assez enthousiaste. À ce moment-là, on peut aussi se rapprocher de l'école en tant que parent et essayer de dialoguer avec les professeurs. Il faut savoir que en France, il y a un dispositif qui s'appelle phare, qui est un dispositif d'alerte en cas de cyberharcèlement. Il y a un numéro aussi qui s'appelle qui est le 3018, mis en place par l'association e-Enfance, où il y a à la fois des psychologues, des juristes et des spécialistes du numérique qui sont à votre disposition si votre enfant est victime de cyberharcèlement. Parce que il va d'abord y avoir un premier accompagnement psychologique et puis un juriste pour voir si c'est une infraction qui relève du pénal ou pas et qui peut accompagner l'enfant à déposer plainte, et des spécialistes du numérique qui peuvent faire la demande de supprimer des contenus qui portent préjudice à l'enfant. C'est très intéressant pour les professeurs et les enseignants qui nous écoutent en France. En tout cas, pour ceux qui sont à l'étranger, il faut qu'ils se renseignent pour voir s'il n'y a pas un dispositif qui existe dans leur pays. Vous parlez justement d'initiatives. Est-ce que vous avez d'autres outils, initiatives que vous avez vu être appliqués avec succès dans ce contexte de prévention? Est-ce que vous pouvez nous donner aussi, par exemple, quelques facteurs de ce succès? Je dirais que dans la communauté éducative, les dispositifs qui fonctionnent le plus, c'est encore une fois, comme dans l'expression médiatique, où on met l'enfant en situation de journaliste, là, ça serait de mettre les enfants en situation d'aidant. Il y a un dispositif qui s'appelle le dispositif des élèves ambassadeurs contre le cyberharcèlement, qui est un dispositif qui fonctionne bien. En fait, on va former quelques élèves
à la problématique du cyberharcèlement, et ces élèves vont aller sensibiliser les autres élèves dans des lycées à ce que peut être le cyberharcèlement, qu'est-ce qu'une victime, qu'est-ce qu'un harceleur, et alors toujours en étant toujours vigilants sur le fait qu'ils doivent rester dans une position qui n'est pas jugeante, puisque on est dans une période où les enfants sont jeunes, ils sont en construction d'identité. La question, c'est pas de savoir si la personne est victime ou harceleur, puisque les identités ne sont pas terminées, c'est de leur faire prendre conscience de ce qui est en train de se passer et de stopper le phénomène. Ce dispositif des jeunes ambassadeurs, il fonctionne bien d'un point de vue pédagogique, puisque les élèves, ils vont être beaucoup plus réceptifs d'un discours qui émane de leur père, c'est-à-dire d'un élève un peu plus âgé qu'eux, que d'un discours qui émane d'un adulte. Nous avons une question pour vous, une question que l'on doit à Nita. On a vu que parfois les gens qui ont été victimes eux-mêmes de telle sorte de discours haineux, par exemple, peuvent devenir des agresseurs. Donc, à part les lois pour restreindre ces discours, comment peut-on réduire ou aider à transformer les mentalités de ces victimes ? Alors effectivement, je rejoins la personne sur ce point. En fait, on parle d'élèves dont l'identité n'est pas terminée, et souvent les harceleurs sont des anciens harcelés. En fait, c'est pour ça que dans le dispositif, il faut toujours avoir en tête que une personne peut être un ancien harcelé, mais il peut aussi, même dans un même dispositif qui dysfonctionne, être à la fois témoin, victime et harceleur. Donc, on n'est pas sur des personnes en tant que telles, mais on est sur un process dont il faut prendre conscience et auquel il faut mettre fin. En France, il faut savoir que les parents ne sont pas responsables d'un point de vue pénal si leurs enfants sont des harceleurs, mais si l'enfant fait une faute qui relève du pénal en ligne, ils vont devoir payer une amende. Souvent, ils sont responsables financièrement. Et cette amende, elle peut aller jusqu'à très haut. Donc, c'est en fait, ça insiste à une certaine vigilance de la part des parents. Il faut toujours demander à son enfant d'effacer immédiatement ce qu'il a écrit, si son enfant a fait quelque chose d'un peu répréhensible en ligne, et essayer de l'éduquer le plus rapidement possible à de bonnes pratiques numériques en lui expliquant que oui, il a des droits en ligne, mais il a aussi des devoirs, et il faut qu'il essaye de devenir un bon citoyen numérique. J'encourage tous ceux qui nous regardent à poser des questions dans l'onglet questions et réponses. Q et R, des questions pour Laure et aussi pour les autres intervenants qui vont arriver après Laure. Là, nous avons une question encore de Joseph au Cameroun à Banjul. Comment déconstruire un discours de la haine lié à des origines culturelles et religieuses lorsque la personne à qui on s'adresse n'a pas conscience qu'il est dans l'erreur? Alors, effectivement, je vous invite, on a des ressources spécifiques sur Oclémy en ligne sur cet exemple, hein, comment déconstruire un phénomène, un discours raciste, un discours sexiste. En fait, c'est toujours travailler sur la construction des stéréotypes dans les médias. Ça peut être un moyen pour les élèves de se poser des questions. En fait, quand avec les élèves, on fait un travail de déconstruction des stéréotypes dans les médias, ils prennent conscience que y a un message qui est véhiculé avec lequel ils sont pas forcément d'accord, et ça leur permet de réfléchir à leurs propres pratiques. Au Clémy, il y a il y a un concours qui s'appelle Zéro Cliché, qui est organisé chaque année avec tous les établissements français, où les élèves sont invités à produire que ça soit un article, un podcast ou une vidéo qui déconstruit les stéréotypes de genre. Donc je dirais toujours passer par le fait de créer un média scolaire. D'autant plus que créer un média quand il y a un mauvais climat social dans une classe, ça permet de renforcer la cohésion de groupe, puisque tous les élèves adhèrent à un projet, et ça renforce les liens. Ça peut être une bonne solution.
Nous rappelons à ceux qui posent des questions de mettre leur nom, s'il vous plaît, la ville d'où vous écrivez, et ensuite la question, parce que là, nous avons la question d'un anonyme. Donc, un anonyme, je vais vous la poser. Laure, comment faire face à la discrimination des élèves envers les enseignants d'origine différente dans la salle de classe? Ou comment sensibiliser les parents et les autorités scolaires à la discrimination? Laure. Vaste question. Mais je dirais toujours pratiquer l'éducation aux médias et à l'information, mais c'est vrai que s'il y a de la discrimination envers les enseignants, c'est une situation un peu difficile à gérer. Ouais. Un grand merci de nous avoir apporté votre expertise aujourd'hui. Merci à vous. Alors, nous préciserons de toute façon toutes les ressources que vous mettez à votre disposition à la fin de ce campus. Nous les préciserons aux personnes qui participent et qui nous écoutent en ce moment sans aucun problème. Nous renverrons tous les liens, toutes les adresses pour pouvoir vous joindre et pouvoir bénéficier de vos ressources qui sont précieuses, capitales et importantes. Maintenant, nous allons nous tourner vers Bruno Derbé. Bonjour Bruno. Bonjour. Bruno, nous allons voir avec vous comment les enseignants peuvent agir dans leur classe afin de déconstruire tout propos de type haineux ou discriminatoire. Cela rejoint quelques questions que nous avons eues auparavant. Et vous êtes légitime pour le faire car vous êtes éducateur, enseignant, formateur et chercheur. Vous avez un riche parcours de terrain dans le monde de l'éducation. Entre la justice réparatrice, l'animation de conseils citoyens, le décrochage scolaire, les dynamiques interculturelles et la prévention des extrémismes, tous les projets auxquels vous avez contribué ont quelque chose en commun. Il s'agit de l'implication des jeunes. C'est pour ça que vous êtes légitime dans ce campus qui parle effectivement de la déconstruction des discours de haine. Vous êtes également le cofondateur de l'association Les Ambassadeurs d'expression citoyenne et nous avons plusieurs questions à vous poser à propos de ce thème qui nous réunit aujourd'hui. Tout d'abord, quels sont les aspects sur lesquels on peut travailler, Bruno, dans les classes afin d'analyser et de déconstruire les discours de haine avec les jeunes? Parce que ça, c'est vraiment un outil dont les enseignants ont besoin. Et quelles sont, de manière très pratique, les choses sur lesquelles on peut travailler? Alors merci beaucoup pour cette question que je trouve vraiment intéressante. Pour pouvoir y répondre, c'est bien que je raconte un peu plus mon parcours. Parce qu'en fait, oui. Moi, j'ai grandi comme chercheur, sociologue, philosophe, et puis à un moment, après les attentats de 2001, où il y avait vraiment une polarisation grandissante dans la société entre religion, laïcité, islam, occident, eh bien, j'ai eu ce projet d'aller travailler dans les classes et de débattre avec les élèves justement de ces questions qui tournaient autour des religions, des diversités culturelles, et beaucoup, du coup, de questions qui tournent autour de ce qu'on appelle les discours de haine. Et donc j'ai fait ce travail pendant 11 ans, avec chaque fois une dizaine de classes par an, ça a été passionnant, et le fait de travailler sur les discours était vraiment quelque chose qui avait de l'impact et qui faisait du bien aux jeunes. Maintenant, ce qui est intéressant dans mon parcours, c'est que à partir de la 5e de ces 11 années, et pendant 7 ans, eh bien, on a aussi mis dans l'école un projet participatif qu'on appelait l'école citoyenne, et qui a permis pas de discuter avec les élèves, surtout, mais surtout de leur demander au fond de quoi vous avez besoin. De quoi vous avez besoin, qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous avez envie de faire comme projet, comment est-ce que vous voulez transformer l'école, etc. Ce qui est intéressant dans ce parcours, où j'ai au final travaillé très fort ces deux aspects, eh bien, c'est que je me suis rendu compte que les discours de haine, on luttait plus facilement contre eux en discutant moins et en faisant plus. Parce qu'en fait, oui, l'action que je faisais dans les classes en débattant d'islam, de christianisme, de laïcité était quelque chose d'efficace et de bien reçu, mais ce qui était encore beaucoup plus efficace, eh bien, c'était de demander aux élèves ce dont ils avaient besoin. Donc ça m'amène à votre question qui est de dire comment est-ce qu'on peut analyser et déconstruire les discours de haine en classe. Mais la première chose à avoir en tête, c'est qu'il ne s'agit pas tellement d'analyser et de déconstruire, il s'agit d'abord d'entendre et de traduire. Qu'est-ce que l'élève est en train de me raconter lorsqu'il, en fait, est agressif, il est violent, il est stigmatisant, il est harcelant vis-à-vis de d'autres jeunes ou d'une communauté en général. Parce qu'en fait, il faut bien avoir en tête que les discours de haine sont des discours de rejet, et là on a pas mal entendu parler de ça déjà aujourd'hui, mais ce sont aussi des discours d'appartenance. À travers un discours de haine, je rejoins un groupe. J'en parlais encore avec un des jeunes de notre association il y a pas longtemps, qui me disait, voilà, dans ma classe, il y avait un homosexuel qui s'était déclaré homosexuel depuis ses 14 ans, et moi qui suis homosexuel et qui l'ai assumé plus tard, eh bien, j'appartenais à ceux qui le critiquaient. Ce n'était pas parce que je pensais ce que je disais, c'était une manière d'appartenir. Et donc, c'est important de toujours traduire ce que cherche le jeune lorsqu'il est en train de s'exprimer, notamment avec de la haine. Et donc,
donc, par rapport à ça, dans la question, on parle aussi de, au fond, comment est-ce qu'on peut le faire en classe? Et j'ai envie de dire un mot sur les classes parce que, en fait, les classes sont déjà des manières de classer les élèves. On les classe et les discours de haine à l'école, c'est souvent des discours entre classes. Moi, par exemple, j'avais deux classes, la 3e D et la 3e E, et la 3e E avait dit que la 3e D, c'était des sauvages, et qu'ils voulaient pas partir en voyage scolaire avec eux. Et dans la 3e D, dans la 3e E, j'avais des élèves d'origine marocaine, d'origine congolaise, d'origine polonaise, dans les deux, mais ils étaient quand même en haine l'un contre l'autre à travers cette identité de classe. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on veut sortir de ces identités de classe et de ces rejets de classe, il faut apprendre à faire communauté. Et en fait, c'est un vrai défi dans les écoles parce que la plupart des écoles ont du mal à faire école par-delà les classes. Et donc, un des enjeux des projets dont je parlais tout à l'heure, eh bien, c'est d'apprendre au fond à décloisonner l'école et à faire des choses entre classes parce que c'est faire ce qu'on dit. On dit, arrêtons de rejeter, arrêtons de cloisonner. Eh bien, commençons par le faire à l'école parce que nous, les enseignants et les éducateurs, enfin, surtout les enseignants, en fait, on fonctionne beaucoup à l'intérieur des classes et plus difficilement entre les classes. Et quelles sont les solutions que vous pouvez nous donner justement à adopter pour les enseignants? Et là, je parle des solutions adoptées en termes de posture, de réaction pour les enseignants, parce que parfois, on peut être un peu à vif, en entendant des propos haineux en classe, en voyant des attitudes qui correspondent pas à ce que l'on attend. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est enseignant, éducateur, face à une telle situation? Merci pour cette question que je trouve. Alors d'abord, je vais devoir répondre de manière très courte alors qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais donc plus tard, j'espère qu'on pourra partager des ressources par rapport à ça, notamment certains sites internet que j'ai contribué à construire. Mais donc la première chose, pour y répondre, je prendrai l'histoire d'un jeune Suédois. Maintenant, il est plus si jeune que ça, mais au moment de l'histoire, il est jeune. Il s'appelle Kimi Allen et je l'ai rencontré d'ailleurs dans une conférence de l'UNESCO. Où Kimi Allen expliquait qu'il s'était radicalisé à 12 ans dans les groupes néo-nazis suédois. Et il a fait un gros parcours, notamment délinquant, voire de vrai banditisme à travers ces groupes néo-nazis, dans de la haine de A à Z. Et en fait, pour aller vite, ce qui est intéressant dans le témoignage de Kimi Allen, c'est qu'il explique ce qui lui a permis d'en sortir. Et comment est-ce qu'il explique ça? Eh bien, il dit que pendant toute sa scolarité et après, il a toujours rencontré des enseignants qui lui disaient « tu ne peux pas dire ça ». Et souvent, il lui disait « tu ne peux pas dire ça, sors ». Et du coup, Kimi Allen, il explique qu'il avait même bien compris comment sortir de la classe. Un petit propos néo-nazi et hop, il avait sa liberté. Et en fait, ce qui est intéressant là derrière, c'est que qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il a changé? Eh bien, c'est lorsqu'en prison, à 19 ans, une enseignante lui a pas dit « tu ne peux pas dire ça, mais explique-moi. S'il te plaît, j'ai besoin de comprendre. Explique-moi, j'ai besoin de comprendre. » Et à partir du moment où on lui a demandé d'expliquer, elle a changé de la posture de « je sais ce qui est bon et ce qui est pas bon » pour passer dans la posture « je t'accompagne dans ta recherche ». Évidemment, ça suppose d'avoir un temps où on ne juge pas. On est juste en train de questionner l'élève et de l'accompagner dans cette posture du chercheur, qui est vraiment le premier élément à avoir en tête pour déconstruire les discours de haine. Quand on est dans l'opposition enseignant-élève, on n'y arrive pas. D'autant plus que l'élève, souvent, à travers le discours de haine, il cherche à nous provoquer en tant qu'enseignant. Et donc, lorsqu'on lui dit, mais au fond, explique-moi, qu'est-ce qu'il y a là derrière? Et puis qu'on lui pose des questions, on est déjà en train de faire, en fait, une grosse partie du travail. Et puis alors, la deuxième chose qui est vachement importante, c'est que une fois que l'élève commence à s'exprimer, tout l'enjeu, c'est de lui apprendre à reformuler. Parce que le discours de haine, et on en parlait tout à l'heure à travers la liberté d'expression, le problème du discours de haine n'est pas, au fond, l'idée qu'il défend, c'est la manière dont il le fait. Et donc, quand un élève commence à s'exprimer, et que moi, dans ma posture du chercheur avec lui, eh bien, je l'aide à mieux formuler, et je dis, est-ce que ce que tu veux dire, c'est ça? Je vais prendre un exemple très concret. Une élève qui dit, ah oui, mais les Juifs, là, qui attaquent Gaza, c'est vraiment dégueulasse. Ah, ok, qu'est-ce que tu es en train de dire, là? Tu es en train de me parler, en fait, de l'armée israélienne. Parce qu'il y a une différence entre les Juifs et l'armée israélienne. Et en fait, en aidant, ils attaquent Gaza, qu'est-ce qu'ils attaquent? Et toi, pourquoi tu y réagis? Et en fait, en aidant les élèves à reformuler, on les aide, au fond, à exprimer leurs idées de manière plus intéressante qu'à travers des stigmates ou à travers un certain nombre de poncifs. Et c'est ça l'enjeu de base de l'éducation par rapport au discours de haine, c'est d'apprendre à avoir une liberté d'expression qui est constructive et pas une liberté d'expression qui met dans des cases. Je vais prendre un autre exemple qui est très intéressant, c'est que et là, qui bascule dans le deuxième type de réaction, parce que le premier, on ne juge pas, on accompagne, on observe, alors qu'en fait, les discours de haine sont des choses qui sont régulièrement illégales. Et donc, c'est pas la seule chose à faire. Et pour voir une seconde stratégie, je vais prendre l'exemple d'une jeune fille qui était en classe et qui avait écrit dans un devoir de sciences humaines, si Hitler avait terminé le travail en 45,
on n'aurait pas de problème en Palestine. Donc, elle écrit ça dans son devoir. Le devoir s'adresse à l'enseignante. L'enseignante me dit, je ne sais pas quoi faire. En plus, elle a respecté les consignes. Et du coup, eh bien, moi, je reçois cet élève dans le cadre de la justice réparatrice de l'école, parce qu'en fait, ce qu'elle a fait, eh bien, elle est de l'ordre du délit. Du coup, je discute avec elle et je commence par lui expliquer, au fond, quels sont les enjeux. Je lui explique que ce qu'elle a écrit, en fait, c'est quelque chose d'illégal parce que ça cautionne le meurtre de millions de personnes. Je lui explique aussi que, en écrivant ça et en l'adressant à son enseignante, en fait, elle s'est mise en danger parce que l'enseignante, si elle partage le devoir dans la salle des profs, c'est son image qui est largement en danger. Et en fait, je lui dis, mais écoute, cette situation est en opposition frontale avec les élèves. Bruno, c'est passionnant ce que vous nous racontez et vraiment je suis fasciné par ce que vous avez réussi à faire avec cet élève qui a sorti cette énormité. Mais une question que j'ai envie de vous poser, c'est compliqué pour les enseignants aussi qui sont dans le rôle du sachant vis-à-vis de l'apprenant, d'avoir cette dose d'humilité, d'écoute d'humilité et aussi d'accompagnement. C'est très compliqué, très difficile ce que vous demandez. Donc c'est compliqué si on associe le rôle d'enseignant en fait justement à la posture de celui qui apprend. Parce qu'en fait nous les enseignants on est aussi des éducateurs et c'est important de pouvoir jouer avec les postures. Alors moi ce que j'aime bien dire par rapport à ça c'est qu'il y a deux travers lorsqu'on travaille avec les jeunes. Le premier travers c'est celui dont vous venez de parler, c'est-à-dire que quand je me mets dans la posture de celui ou de celle qui sait, je me mets au-dessus des jeunes. Je suis au-dessus des jeunes et dans le meilleur des cas, eh bien, je suis un peu condescendant, je gère en bon père de famille, mais les jeunes, ils ont le sentiment, en fait, qu'ils ne sont pas vraiment pris au sérieux. Le deuxième travers consiste à dire, mais les jeunes, ils ont toujours un coup d'avance sur nous. Quand on est sur Facebook, ils sont sur Instagram. Quand on est sur Instagram, ils sont sur TikTok. Qu'est-ce qui va se passer quand on sera sur TikTok? Et en fait, on a le sentiment d'être derrière la jeunesse, qu'elle va trop vite, qu'elle nous dépasse, qu'elle est dangereuse. Et en fait, dans cette position-là, non plus, on n'arrive pas à les avoir. Et en fait, ce qui est fondamental, et ce qu'on fait dans notre association des ambassadeurs d'expression citoyenne, c'est d'être à côté. Les jeunes qui sont ambassadeurs auprès d'autres jeunes, ils sont pas tout seuls. Ils travaillent en collaboration avec des adultes. Et en fait, lorsqu'on est à côté des jeunes dans cette posture de l'accompagnant, de celui qui cherche, que ce soit pour des enjeux éducatifs, mais aussi pour des enjeux pédagogiques, on est beaucoup plus efficace. Et donc, évidemment que cette posture est un défi. Moi, tous les jours dans les écoles, je forme des enseignants, j'accompagne des équipes dans le fait de pouvoir seul en classe et de manière structurelle dans une école, eh bien, pouvoir faire bouger ces lignes et comprendre que l'école, c'est un modèle qui doit vivre les valeurs citoyennes et pas seulement un modèle qui doit le dire en l'enseignant. Et en fait, lorsqu'on est face à un discours de haine, on est confronté à cet enjeu-là. Comment est-ce qu'on va réagir au discours de haine en montrant l'exemple? Si je veux que l'élève se remette en question, mais c'est fondamental que je me remette en question en commençant par l'écouter et en lui disant mais au fond explique-moi. Et peut-être qu'en fait il va m'expliquer et que je vais me dire c'est quand même drôlement intéressant, même s'il l'a mal formulé, je me remets en question. Et derrière ça, si je me remets en question, il aura plus facile à le faire lui. Et ensuite, on va faire un chemin ensemble parce que c'est ça qui est fondamental.
Est-ce que vous avez des exercices, des outils qui peuvent être utilisés avec les élèves par les professeurs et les enseignants qui nous regardent en ce moment? Alors oui, alors j'en ai tout plein. Donc, si vous avez envie, il y a plusieurs sites internet, j'espère qu'ils seront partagés dans le chat. Il y a le site de l'école citoyenne, www.écolecitoyenne.org. Il y a un outil qu'on a construit avec la Fondation européenne pour la démocratie qui s'appelle Euroguide Toolkit, où il y a aussi pas mal d'outils. Il y a sur le site des ambassadeurs d'expression citoyenne pas mal de ressources aussi. Mais ce que j'avais envie de pointer là dans ce petit temps qui m'est donné, le premier, c'est l'outil de la joute verbale. Donc la joute verbale, c'est vraiment, c'est une pratique qui remonte à bien avant les Grecs en fait. On va débattre, sauf que dans notre démarche à nous, et on n'est pas les seuls, on débat pour s'amuser. Et donc on va prendre une question et on va choisir une équipe pour, une équipe contre. Les élèves vont se préparer. Alors il y a plein de manières de le faire, allez voir sur le site. Et en fait, ce qui est intéressant quand on joue à débattre, c'est que on prend différentes postures et je ne défends pas forcément ce que je pense, je défends ce que mon équipe doit défendre. Et en plus, on le fait ensemble, on a de l'intelligence collective et on le fait pour jouer et pour se mesurer. Il y a un public, il y a un jury. Et donc la joute verbale a d'immenses vertus pour déconstruire les discours de haine, parce que déjà on joue avec les oppositions, ça veut dire qu'elles peuvent être dites, mais c'est pour jouer. Et ensuite on peut y répondre, le jury peut recadrer, et comme c'est pour jouer, ce qui se passe, c'est que les élèves vont se mettre dans la peau de l'argument adverse, parce que le jeu les y amène, parce que la dynamique collective les y amène, et en fait c'est un excellent levier en termes d'esprit critique, en termes d'empathie, en termes de relation aux autres et de humanisation de la position adverse. Et donc la joute verbale, c'est vraiment un des outils que chez les ambassadeurs on utilise le plus. D'ailleurs les élèves sont tellement addicts quand ils commencent à jouer à ça qu'ils demandent de recommencer, et que tout plein se mettent à venir dans notre association parce qu'ils veulent continuer à faire de la joute verbale. Mais donc ça, c'est le premier outil que j'avais envie de partager. Avant que vous parliez du deuxième, restons sur la joute verbale. Est-ce qu'on peut parler de tous les sujets? Est-ce qu'il n'y a pas certains sujets qu'il faudrait mieux éviter? Alors, je vous prends juste un exemple. L'Algérie a été éliminée hier à la Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est une sorte de drame dans le pays, vécu comme un véritable drame. Par exemple, c'est un sujet qu'il faudrait éviter en Algérie, en ce moment, dans une joute verbale. Ça dépend. Évidemment qu'on choisit toujours, et ça c'est très important dans les outils d'expression et de débat en classe, il s'agit de choisir des débats dont le groupe est prêt à parler. Et donc, évidemment qu'en tant qu'éducateur ou enseignant, le choix du débat en fonction de l'état du groupe est un élément qui est très très important. Ceci dit, lorsque la pratique de la joute verbale est installée dans un groupe, eh bien, il peut arriver vraiment de débattre de choses hyper chaudes et que ça fasse du bien. Je vais prendre un exemple concret. J'y pensais parce que Karel Frakapan tout à l'heure avait encore un « Je suis Charlie » derrière lui dans son bureau. Mais le lendemain de Charlie Hebdo, dans toutes les classes de France et de Belgique, on a débattu. Et ça a été un drame, parce que la plupart des enseignants n'avaient pas l'habitude de parler de ça, et en fait, les choses se sont mal passées, elles se sont mal exprimées, et moi, encore aujourd'hui, je vois des enseignants qui sont dans la blessure de ce qui s'est passé à l'époque. Dans mes classes, on avait l'habitude de faire des joutes verbales. Et les élèves, ils étaient dans une situation très compliquée, parce qu'en même temps, ils voulaient pas dire « je suis Charlie », et en même temps, ils voulaient pas dire « je suis terroriste », ils voulaient autre chose. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Je leur ai dit, on est tendu par rapport à ça, on va faire une joute verbale. On pourra reprocher à personne ce qu'il a dit, vu que c'est simplement pour jouer qu'on va le faire, et je vous désigne vos positions. Et telle partie de la classe, vous allez défendre « je suis Charlie », telle autre « non, je ne suis pas Charlie ». On a débattu, les choses ont été dites, moi j'ai pu apaiser après, et mes élèves à la fin de cette séance, le lendemain matin, ils étaient apaisés en sortant de la classe, alors que c'était un volcan dans tout le reste de l'école, et presque, j'ai envie de dire, de la francophonie composée par la Belgique, le Luxembourg et la France. Et donc pour le coup, il y a des moments où en fait des sujets très chauds sont très chauds. Évidemment, je peux quand même choisir de les utiliser, et la joute verbale reste un des éléments les plus intéressants. Ceci dit, moi je suis né en Algérie, pour le coup, je suis pas sûr que j'ai envie de débattre de cette défaite aujourd'hui. On peut en discuter une autre fois. Deuxième outil, vous parliez d'un deuxième outil, une deuxième chose que vous vouliez mettre en évidence. Donc le deuxième outil que j'avais envie de mettre en avant, c'est un outil qui a déjà été abordé, mais je trouve que c'est vraiment important d'insister dessus, c'est ce rôle d'ambassadeur.
C'est-à-dire qu'en fait, le problème de la posture de l'enseignant, même quand on se met à côté, c'est qu'il y a une distance intergénérationnelle. On est de la communauté des adultes de l'école. Et pour un élève, parler à la communauté des adultes, c'est pas facile. Or, déconstruire les discours de haine suppose de mettre en place un climat de confiance et de collaboration. Et donc, lorsqu'on travaille avec les jeunes, et lorsque les jeunes, on les met ensuite en animateurs de débat, évidemment toujours dans cette posture où on fait équipe, eh bien, on gagne des années. On gagne des années de travail. Moi, lorsque je travaillais en classe sur les débats et que je le faisais tout seul, j'étais beaucoup moins efficace que lorsque je le faisais en camp enseignement avec un collègue qui, lui, était né en Belgique, mais il était d'apparence musulmane. Et ensuite, lorsque je me suis mis à le faire avec d'autres jeunes qui jouaient des rôles actifs, eh bien, la remise en question, elle était incroyable. Nous, dans notre association, on reçoit toutes les semaines des jeunes qui ont eu des propos homophobes, des propos racistes et qui doivent faire une réparation, mais l'école sait pas trop comment le faire. Et en fait, ça marche beaucoup mieux lorsqu'ils sont pris en charge par d'autres jeunes, parce qu'en fait, on ne rajoute pas à l'opposition communautaire, parce que le discours de haine, comme je disais, c'est un discours de rejet et d'appartenance. Du coup, en choisissant cette appartenance, l'élève, il se met clairement dans un autre groupe que moi, l'enseignant. Et du coup, si je suis avec des jeunes qui participent davantage à ces groupes de référence, en fait, cet élément communautaire du discours de haine et du discours de rejet, qui est aussi un discours d'appartenance, cet élément communautaire, je vais créer plein de ponts qui permettront d'être plus efficaces, plus rapides. Et après, en plus, si un jeune travaille avec un autre jeune, que l'autre jeune voit qu'il est en équipe avec moi, lorsque moi je m'exprime, eh bien, ils m'écoutent tous les deux. Ce qui prend en fait beaucoup de temps quand on est enseignant et qu'on veut créer un climat de confiance. C'est rafraîchissant de vous écouter. On se retourne du côté des questions du chat. Je vous rappelle à vous tous qui nous regardez que vous avez la possibilité dans l'onglet Q&A. Alors, est-ce que c'est QMA ou QNR d'ailleurs? Chaque fois, je ne sais plus. Je crois que c'est QR. Voilà, questions et réponses, et non pas en version anglaise. Dans QR, vous pouvez poser les questions à nos intervenants. Une question pour vous, Bruno. On la doit à Gilles Bouzon. Il vous demande, les discours médiatiques sont aujourd'hui souvent centrés sur l'attachement et l'appartenance. Comment éduquer à l'altérité tout en respectant toutes les identités et toutes les appartenances? Ah, merci pour cette question, parce que j'avais justement envie de l'aborder et j'avais pas encore eu le temps. En fait, un des gros enjeux des diversités et des identités à l'école, c'est le fait qu'elles soient accueillies. Il y a véritablement toute une série d'identités qui ne sont pas du tout accueillies à l'école, mais l'école, c'est le première interface entre la société et les élèves. Et donc, la première identité qui n'est pas accueillie à l'école, c'est la langue. En Belgique, on parle français, anglais, néerlandais. Si des élèves parlent néerlandais dans la cour de récréation alors que c'est une école francophone, on va les féliciter. Super, vous faites du renforcement. S'ils se mettent à parler turc, lingala, amazigh ou polonais, on va leur dire vous pouvez pas. Et en fait, rien qu'à travers la langue, l'école montre une fermeture aux diversités. Et puis il y a la langue, il y a les vêtements, il y a la nourriture. Et en fait, il y a un enjeu d'ouverture aux diversités. C'est pas juste vous êtes les bienvenus, mais habillez-vous comme nous et mangez comme nous. Et en plus, c'est qui nous? Et donc pour le coup, le fait que l'école soit un endroit qui accueille les diversités, soit à travers des événements. Hein. Dans mon école, on a organisé un défilé de vêtements traditionnels. On a organisé une séance de lecture en langue d'origine. On a fait des panneaux des différentes langues qui étaient expliquées, enfin qui étaient parlées dans l'école et qui reprenaient les règles construites avec les élèves. Et donc, comment accueillir les diversités à l'école? Montrer aux élèves que, évidemment, qu'on doit parler français parce que c'est notre langue de communauté, de compréhension. Mais en fait, nous, on vous montre que vraiment on est ouvert et qu'on accueille les diversités. C'est un énorme enjeu et c'est un enjeu qui se frotte de manière extrêmement forte à une peur que ces diversités soient présentes. Et donc, l'accueil des diversités, c'est la base, parce qu'en fait, sinon, les élèves comprennent bien qu'une partie d'eux n'est pas à sa place. Et encore ce matin, j'étais dans une école où ils comprenaient pas pourquoi les élèves n'avaient pas envie de s'impliquer dans l'école. On a fait toute une analyse avec les élèves et c'est ça qui ressortait. Deuxième élément, accueillir les diversités n'est pas suffisant. Parce qu'en fait, accueillir les diversités pourrait très bien consister à simplement les mettre à égalité et, au fond, à ne pas suffisamment faire école, faire communauté. Et donc, en parallèle de l'accueil des diversités, il est fondamental de construire une culture commune. Et la construction d'une culture commune, on en parlait tout à l'heure, ça passe par des projets, ça passe par une délégation qui peut vraiment agir dans l'école, ça passe par le fait de partager des moments de communauté au-delà de la classe, ça passe par le fait de faire des voyages, donc ça passe par le fait
qu'à l'école, il y ait autre chose que des apprentissages, et que si ce sont des apprentissages par projet, ce sont aussi des projets qui réunissent, et qu'on consacre des moments, en fait, à cette vie communautaire. Et en fait, ces deux stratégies qui consistent à faire connaître et reconnaître les diversités et construire une culture commune, ça, ce sont les deux mains d'une stratégie interculturelle réussie. À partir du moment où on ouvre l'école aux diversités, les blessures liées à ces diversités, eh bien, elles diminuent. Et une partie des discours de haine, ce sont des discours de personnes qui sont blessées. À mes yeux, vraiment à raison. Si je suis musulman aujourd'hui en Belgique ou en France, je suis blessé tout le temps. Et en fait, par rapport à ces blessures, l'enjeu premier, c'est d'en prendre soin, de les accueillir, de les écouter, et puis, en parallèle, comme je le disais, de construire des projets qui sont liés à nos valeurs, c'est-à-dire aux valeurs de citoyenneté, de justice, d'égalité. Mais là, par rapport à ça, c'est fondamental de ne pas simplement le dire. Beaucoup d'écoles, elles disent liberté, égalité, mais est-ce qu'elles le font ? Est-ce que les élèves sont libres à l'intérieur? Est-ce qu'ils ont des espaces pour proposer? Est-ce qu'ils se sentent les égaux les uns des autres et les égaux des adultes? Dans énormément d'écoles, c'est pas du tout le cas. Et donc, pour le coup, ces enjeux-là sont vraiment les enjeux qui préparent le terrain et permettent aux postures dont je parlais tout à l'heure, la posture du chercheur ou la justice réparatrice, elles leur permettent d'être encore plus efficaces. Une autre question du côté du chat, juste, je voulais préciser que quand même, certaines écoles ont aussi fraternité, hein, Bruno. Alors, non, mais pour le coup, j'ai volontairement pas dit fraternité, parce qu'en fait, la plupart du temps, les adultes ne le disent pas, alors qu'elle y est. Elle y est, effectivement. Une question qu'on doit à Lama Arnaout Tanir. Comment gérer le discours de haine entre les enseignants eux-mêmes? Alors il y a que des excellentes questions, merci de les poser. Et donc en fait, le travail qui est à faire avec les élèves, il est toujours à faire en parallèle avec les enseignants. Donc par exemple, si on fait de la justice réparatrice avec les élèves, et donc on fait de la résolution de conflits, qu'on fait de l'implication des jeunes dans la résolution de conflits, lorsque moi je mets en place ce genre de système dans une école, systématiquement on se rend compte que les adultes ne le font pas entre eux. Et en fait, c'est fondamental que entre enseignants, il y ait aussi des pratiques de communication non violente, qu'il y ait aussi des pratiques de réparation, qu'il y ait aussi des espaces pour discuter, pour faire des projets ensemble, notamment par rapport aux identités. Et dans beaucoup d'écoles, effectivement, c'est compliqué parce que on prend pas le temps de la cohésion de l'équipe parmi les enseignants, on prend pas le temps de la connaissance mutuelle, et donc les espaces sont relativement dangereux. La plupart des enseignants, ils n'osent pas prendre la parole en assemblée générale des enseignants. C'est un truc vachement dangereux, et de la confiance n'est pas forcément présente. Et donc, nous, quand on travaille avec les écoles, on travaille toujours en parallèle. On va travailler avec les enseignants et avec les élèves, et dans beaucoup d'écoles, je rencontre vraiment des équipes qui sont divisées. Le nombre de salles de classe, on peut pas parler de Gaza aujourd'hui, c'est énorme. Le nombre de salles des profs où la question des genres, la question de la misogynie, la question de l'homophobie sont des questions qui sont pas du tout faciles à discuter entre membres de l'équipe, c'est fondamental. Et donc, en fait, le défi de l'école, c'est de travailler ces outils-là et de deux manières. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait la plupart du temps, c'est qu'on forme les profs. Et en formant les profs, on travaille avec eux de manière à ce qu'ils soient davantage prêts à le faire avec les élèves le lendemain ou le surlendemain ou l'année qui suit. Et évidemment, on ne forme pas que les enseignants, on forme toutes les équipes, éducateurs et autres membres de l'équipe. Bruno, j'ai une question là de Monsieur Traoré du Mali, et justement, elle me trottait dans la tête en vous écoutant. La question est la suivante: quelle doit être la posture de déconstruction du discours de haine relatif à l'homosexualité dans un contexte institutionnel défavorable à ce mode de vie? En gros, il y a des enseignants qui sont dans des pays où l'homosexualité est interdite, c'est la loi. Comment faire quand on se trouve dans un pays où la loi interdit l'homosexualité, et même d'en parler ou d'essayer de comprendre l'homosexualité? Là, c'est mission impossible, Bruno. Alors évidemment que pour moi ça dépend. Enfin, c'est toujours une question du risque. Évidemment qu'en tant qu'enseignant, je peux prendre un certain nombre de risques ou pas. Évidemment que si je suis dans un régime qui ne tolère pas la liberté d'expression, je vais avoir du mal à faire l'éducation à la liberté d'expression. Et que si je suis dans un régime qui ne tolère pas l'homosexualité, je prends des risques à m'en faire le défenseur d'une manière ou de l'autre. Ceci dit, ça arrive dans tous les pays que les enseignants se retrouvent dans des situations où la loi dit quelque chose et eux ne sont pas d'accord. Et par rapport à cette situation-là, il y a différentes écoles. Il y a une école qui consiste à dire l'enseignant doit être neutre. Et donc il n'a pas à donner son avis. Et donc là, pour le coup, lorsqu'on est dans cette posture-là, c'est vachement compliqué parce que
Si je dois être neutre, mais qu'être neutre, c'est dans le cadre de la loi et que je suis pas d'accord avec, comment je fais? Ceci dit, personnellement, dans ma pratique à moi, je préfère de loin rappeler la loi. Et que ce soit la loi du pays ou la loi de l'école. Les élèves, c'est nécessaire qu'ils connaissent la loi et qu'ils puissent se situer. Et souvent, moi, quand je rappelle la loi, c'est par exemple en expliquant que, bah oui, un propos homophobe est illégal. Après ça, on peut discuter des idées qui sont derrière, mais le propos homophobe, il est illégal. Derrière ça, je peux aussi donner mon avis. Moi, ce que j'en pense, c'est ça. Alors, le problème quand je donne mon avis en tant qu'enseignant, c'est que si je le donne trop, je me mets en posture d'autorité. Et à ce moment-là, je vais faire du prosélytisme. Si je le donne pas du tout, les élèves vont se méfier. Parce qu'ils vont dire, mais quoi, vous nous demandez de donner notre avis, mais vous le faites pas vous-même. Et donc, cette espèce d'équilibre entre l'enseignant qui peut donner son avis, mais surtout qui ne commence pas par ça, et puis qui explique la pluralité sur tous les avis en présence, ça, c'est le plus important. Et donc, moi, je dirais, rappeler la loi, exprimer la pluralité des avis de manière la plus objective et en fait extérieure possible, et dans les systèmes où c'est autorisé, éventuellement donner son avis, ça c'est une vraie question, mais pour moi ce sont les 3 étapes à faire, et évidemment dans le cas d'un pays où je prendrais des risques en ayant ce genre de propos, mais là c'est une question de militantisme. Est-ce que j'ai envie de prendre ces risques? Est-ce que j'ai envie de prendre les risques de mon militantisme en tant qu'enseignant? Ça c'est une question, je pense, qui est assez éthique, assez personnelle, et à laquelle je peux pas répondre à la place des personnes. Une dernière question avant de passer à Patrick Savama qui nous attend en ce moment. Dans mon école, demander à des élèves roumains en FLE de préparer des activités et un repas dans l'école a été refusé car le d'identités qui sont accueillies, qui sont exprimées. Donc il faut avoir un souci de la diversité des identités. Mais que s'il y a un souci de la diversité des identités, ou si on explique bien qu'en fait on est dans une classe où il y a essentiellement des Roumains, et donc il faut travailler comme ça, le problème du chef d'établissement est un problème de peur qu'on rencontre souvent. Et en fait, ce genre de peur, pour moi, se combat davantage avec l'autre partie, c'est-à-dire en disant oui, mais on n'est pas juste en train de leur permettre d'exprimer leurs identités, on est en train de faire un projet d'implication citoyenne où on travaille nos valeurs, etc. Et donc la manière d'argumenter auprès de ce genre de position, si c'est le cas, parce que je connais pas les détails du contexte, mais je pense que c'est vraiment de rassurer en disant mais reconnaître les identités, c'est nécessaire lorsqu'elles sont blessées, et les identités immigrées sont presque toujours blessées. Et permettre aux personnes de parler de leur parcours, de parler de leur chemin et de leurs identités, c'est nécessaire à leur reconstruction, mais ne croyez pas qu'on va s'arrêter là. Ce que nous on va faire essentiellement, c'est aussi partir de là pour faire un projet qui est une mise en pratique de nos valeurs et une mise en pratique des principes que l'on veut défendre. Alors attention, moi j'ai quand même beaucoup d'écoles où il y a ce genre de réaction. Encore récemment, je ne sais pas moi, une école qui râlait parce que une classe avait fait une vidéo hyper chouette sur la question du harcèlement en ligne, et en fait cette vidéo, le hasard faisait qu'il y avait que des centres, des subsahariens qui étaient dessus, et du coup le chef d'établissement voulait pas qu'elle soit diffusée parce qu'il avait l'impression qu'on allait croire que son école était une école d'immigrés. Et donc évidemment qu'on a régulièrement ce genre de réaction, et qu'il faut faire au mieux pour faire bouger les mentalités, et parfois ça prend du temps, mais ce qui fait gagner, ce qui fait qu'on convertit l'essai, c'est qu'en fait au final on a des élèves qui réussissent plus, et on a des élèves qui se comportent de manière bien plus participative et citoyenne. Merci Bruno. Vous avez la possibilité de continuer à répondre aux questions dans le chat. Si vous restez avec nous, on peut vous poser les questions dans le chat. N'hésitez pas à répondre. Vous pouvez vous poser toutes les questions que vous souhaitez donc à Bruno. Patrick Savama, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de création, passé par des grandes agences de publicité. Vous êtes réalisateur et militant engagé dans l'antiracisme. Vous avez été vice-président de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Vous êtes le cofondateur de Symbiotique, une société engagée dans la transformation économique des territoires et des entreprises face aux défis bioclimatiques. Alors Patrick, comment faire d'Internet dont nous parlons depuis maintenant 1h30 un endroit plus sûr pour les jeunes? Parce que c'est la question qui semble souvent insoluble. Autant aujourd'hui Internet, les plateformes sont des discours de haine qui peuvent être facilement développés et partagés. Alors, comment en faire un endroit plus sûr? Alors d'abord, avant de répondre directement à la question, juste un mot quand même, parce que je peux pas m'empêcher pour féliciter Bruno, c'était passionnant. Moi, je serais bien resté à l'entendre encore plus longtemps. Donc, je vais quand même lui dire un petit mot. Pour répondre à votre question, il faut comprendre comment ça se fait que les jeunes sont exposés à des discours de haine à ce point-là, et comment ça se fait que ces tensions
qui nous clivent, se sont à ce point emparés des réseaux sociaux ou ont su à ce point profiter des réseaux sociaux pour avoir cet impact dans la société et sur les jeunes. En fait, il faut comprendre que sur les réseaux sociaux, on a affaire à des écosystèmes. C'est-à-dire ce contre quoi on lutte sur les réseaux sociaux, ce sont des écosystèmes. Au début, moi, j'ai commencé à m'intéresser, j'étais engagé dans l'antiracisme et l'une de mes premières actions, c'était de faire en sorte de sortir les nazis du Parc des Princes. En fait, c'était ça. Et quelques années plus tard, en fait, ils étaient passés sur les réseaux sociaux avec un impact absolument incroyable. Ces groupes extrémistes se caractérisent par le fait qu'entre eux, alors je parle de l'extrême droite beaucoup, mais ils ont tous un peu le fonctionnement, mais en termes d'importance, hein, je parle au moins en France en tout cas, ces groupes ont une puissance de frappe absolument considérable parce que ils fonctionnent dans des logiques très organiques. Et Patrick, je vous coupe juste un instant. Patrick, je vous coupe juste un instant, c'est important de préciser pour les gens qui nous regardent et qui ne sont pas français que le Parc des Princes est le stade qui reçoit l'équipe Paris Saint-Germain. Et absolument. Donc, voilà. Et il y avait un gros problème alors de violence, de racisme, avec des groupes d'extrême droite qui étaient là plus pour donner du coup de poing que de regarder la rencontre. Voilà. Je vous en prie, allez-y. On ne vous entend plus, Patrick. On est là. Voilà, allez-y. Ouais. On vous entend. Ils se servaient du stade comme un endroit de recrutement. Et ils se servent des réseaux sociaux comme un endroit de recrutement. En fait, sur les réseaux sociaux, ils vont valoriser, les algorithmes valorisent, en fait, l'interconnexion, les interactivités, les interconnexions autour des contenus. C'est comme ça que ça fonctionne. Or, ces groupes, ils sont extrêmement reliés entre eux. Ils fonctionnent d'une façon effectivement quasi organique en créant beaucoup d'interactions autour des contenus avec un niveau d'engagement extrêmement élevé, en fait. Il n'y a pas besoin d'être très nombreux pour avoir cet impact-là, parce que l'algorithme lui-même va faire le travail de populariser ces contenus. Et que la difficulté, c'est que quand on se bat isolé contre des écosystèmes, on a beaucoup de mal à se faire entendre. Et que on a affaire en plus à des groupes qui savent parfaitement bien utiliser Internet et les réseaux sociaux pour faire avancer leurs idées. Et c'est souvent, c'est par les mots qu'ils avancent leurs idées. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai vu les phénomènes, puisque je m'intéresse à ce qui se passe depuis quasiment le début d'Internet et des réseaux sociaux. Vous pouvez avoir différentes choses qui sont apparues, comme par exemple, comment ça se fait qu'en pleine crise syrienne, en fait, le mot réfugié dans l'espace public est remplacé par le mot migrant. C'est quand même très curieux. En fait, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour qu'on parle plus de réfugiés, mais on parle de migrants, qui provoquent pas du tout la même chose, en fait, hein. Et donc, voilà. On se retrouve face à des groupes qui fonctionnent comme ça. Vous avez, et qui en plus, se répondent les uns les autres. Même si les importances sont pas comparables, il y a des groupes radicaux ou extrémistes d'extrême gauche qui, eux-mêmes vont se retrouver à servir moi, je pense que ce sont les alliés de circonstances parce qu'ils se font valoir les uns les autres dans leurs discours radicaux, mais en fait, ce sont les mômes et nous-mêmes qui en sommes victimes. Donc voilà, il faut comprendre que cette logique-là, elle est en partie fabriquée par des gens qui ont des visions politiques, mais aussi, par exemple, par des visions géopolitiques. On a analysé des contenus, par exemple, pendant la campagne de Trump en 2017, des Russes aux États-Unis. On s'est rendu compte que les investissements sont allés aux deux groupes racialistes les plus radicaux, que ce soit les suprémacistes blancs d'un côté ou les mouvements noirs les plus extrémistes. Donc c'est une façon de cliver notre société, de nous empêcher de faire commun en quelque sorte, et que c'est de là que ça vient. C'est une des raisons pour lesquelles c'est très compliqué. Moi, je pense qu'on a fait aussi ils sont extrêmement habiles et ils produisent énormément de contenu. Ils proposent des contenus qui visent à créer de l'indignation et qui sont complètement favorisés par le nombre d'expressions, d'émotions que nous autorisent les réseaux sociaux, qui fonctionnent sur un mode très binaire. Hein. C'est j'aime pas, j'adore, je déteste. Bon, évidemment que dès qu'on veut mettre de la nuance dans tout ça, on ne peut pas. Et moi, je pense que ce ne sont pas les endroits où on peut discuter, en fait. Ce qui commence à devenir intéressant en ce moment et qui, quand même, peut nous amener à un petit motif d'espoir, c'est qu'on regarde, hein, on essaie de trouver des signes, hein, parce que personnellement, moi, je ne suis pas complètement convaincu qu'ils font tout ce qu'ils peuvent là-dessus. Alors, pour des raisons techniques, Facebook, quand ils doivent, par exemple, pardon d'avoir un discours qui est pas très amical,
mais Twitter, j'en parle même plus, mais Facebook, en fait, quand il licencie d'abord des modérateurs, en fait. Or, on a besoin de plus de modérateurs, on n'a pas besoin de moins de modérateurs, en réalité. Donc, il n'y a aucune raison de virer les modérateurs en premier. J'aimerais bien... Voilà. Après, il y a des questions juridiques. Les législations américaines et européennes sont pas harmonisées, ce qui complique aussi les choses, évidemment, dans cette façon de lutter. Le point qui est positif en ce moment, je trouve, si on peut avoir des motifs d'espoir de ça, parce que je pense que ça devient des endroits difficiles. Moi, je pense que par exemple dans l'écologie, j'ai migré de l'antiracisme à l'écologie, mais en fait, ce sont des causes. J'ai migré à l'écologie parce que c'est un endroit où on peut faire commun. En fait, c'est un endroit où l'humanisme a du sens et face à ce qui nous arrive, on peut faire ça. On observe en ce moment la criminalisation des militants écologistes, qui vient en partie de l'extrême droite, mais qui vient aussi de groupes géopolitiques qui vont s'insérer partout où il y a de la fracture pour pouvoir cliver nos sociétés, et qui viennent aussi des multinationales qui, elles, ont les moyens de défendre. Donc il y a des espèces de conjonctions ou de communautés d'intérêts qui se forment pour ne pas se concurrencer là-dedans, mais venir amplifier les phénomènes. Donc je vous disais que le motif qui pourrait me rassurer en ce moment, c'est que les plus jeunes sont en train de modifier leur comportement sur les réseaux sociaux. On les voit de plus en plus déserter les fils d'actu pour utiliser de plus en plus les messageries entre eux. C'est un phénomène assez important qui montre qu'ils ont quand même compris que c'était des endroits qui pouvaient être hostiles et qui pouvaient être problématiques, surtout qu'ils sont victimes de harcèlement, ce qui est un autre phénomène qui est aggravant. En fait, le harcèlement va venir s'insérer aussi là-dedans, qui est un domaine que je connais moins, donc je vais pas. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont en train de modifier leurs pratiques. On l'observe beaucoup. Que par exemple, on va vers des modes de plus en plus individualisés. Je sais pas si c'est une bonne chose, à vrai dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça permet un tout petit peu moins ces effets de meute, et que d'une certaine façon, ils essayent de se protéger. Donc ça, je trouve ça plutôt intéressant. Voilà, mais je crois qu'il faut intégrer. En tout cas, de votre propos, Patrick, je retiens votre propos qu'en tout cas, la place du débat est dans un contexte humain et pas froid d'Internet, et que ce soit dans une classe ou en famille, c'est là où on peut débattre, et pas forcément sur un fil Internet ou sur une plateforme. Avant d'aller plus loin, je vais vous inviter maintenant à regarder un extrait de la campagne qui a été désignée grande cause nationale en 2015 et qui a été réalisée par Patrick Savama. On regarde cette vidéo et on se retrouve juste après. J'en ai marre, quoi. C'est tout le temps, tous les jours. Shintok, bol de riz, tout vous de nem. Franchement, ils sont lourds. Et quand je leur dis d'arrêter, c'est encore pire. Mais allez, c'est pas méchant, c'est marrant. Ting, 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 ting. Et ils sont morts de rire. Moi, j'en peux plus. Faut faire quelque chose. Je suis de la couleur de ceux qu'on persécute. Je suis de la couleur de ceux qu'on persécute. Je ne suis pas chinois, mais je connais le problème. Dites-vous qu'il n'y a pas de petit racisme. Ça fait toujours mal, ça blesse, ça humilie. Tu nais noir, blanc, juif, arabe, indien, c'est comme ça, tu choisis pas. Il faut arrêter d'emmerder les gens avec ça. En ce moment, il y a trop de racisme. Il faut que chacun se bouge un petit peu. Que ce soit à l'école, dans l'éducation des plus jeunes, dans la rue, à la maison, ou bien même ici, sur Internet. On a tous notre part. Aidez les associations antiracistes qui s'occupent des victimes sur le terrain. Soutenez-les. Allez liker leur